Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Le conte associe du lézard, qu'on croit toujours l'avoir attrapé, alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. Du 25 au 31 mars 2024, vous le savez peut-être, c'est la semaine du Podcaston. Mais qu'est-ce que c'est le Podcaston ? Il s'agit d'une opération événementielle sans but lucratif et en ligne, regroupant pendant 7 jours plus de 400 animateurs et animatrices de podcasts francophones qui se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs altruistes au travers d'un épisode hors série de leur podcast consacré à une association, une ONG ou une grande cause de leur choix. En 2024, c'est la 2e édition de cet événement. C'est une belle mobilisation et c'est tout naturellement que les contes de la queue du lézard y prennent part. C'est dans ce cadre que j'ai le plaisir de consacrer un épisode bonus de mon podcast à la Fondation Le Refuge. Et comme c'est un épisode bonus, aujourd'hui, je ne vous raconterai pas d'histoire, et encore moins des salades. Je vous propose plutôt une chronique sur les contes et sur l'inclusion. Et oui, vous aviez déjà un indice dans le précédent épisode consacré à l'inclusion avec le conte « La puce qui mangeait et démangeait ». Aujourd'hui, essayons de comprendre comment les contes peuvent eux aussi faire preuve d'inclusivité. Mais avant d'arriver à cette conclusion idéale, voyons comment on peut tordre le cou à cette idée tenace selon laquelle les contes sont discriminatoires. Avant d'essayer de comprendre comment les contes peuvent être inclusifs, notamment inclusifs des LGBTQ+, et qu'ils peuvent être un repère imaginaire, il faut d'abord tordre le cou à l'idée selon laquelle les contes seraient sexistes. Car si nous n'effectuons pas ce travail sur le genre dans le conte, nous ne pourrons pas ouvrir la voie à une lecture plus large sur l'inclusion. Les contes sont-ils sexistes ? Oui, les contes sont définitivement sexistes. Du moins, si on lit les contes avec une grille de lecture de premier degré. Comme on le sait, les contes ont été figés de l'oral à l'écrit, notamment pour favoriser l'éducation des jeunes filles, comme Perrault avec son édifiant Chaperon rouge, qui se termine par une morale moralisatrice pour les jeunes filles envers le loup qui n'est autre que le prédateur sexuel. Je cite Perrault. Moralité, on voit ici que de jeunes filles, surtout de jeunes filles belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange. Empreint de son époque et de l'éducation chrétienne, la version de Charles Perrault est une version figée dans le temps que la bienséance de la cour a inscrite dans nos classiques, de nos classiques à notre inconscient collectif et de l'inconscient collectif à la bien-pensance. Tant et si bien, avec le recul féministe que l'on a aujourd'hui, qu'on finit par se convaincre que ce conte est sexiste. Même la version des frères Grimm pourrait d'ailleurs être considérée comme sexiste, quand on sait que le sauveur est à la fin la figure masculine du chasseur. En somme, si on suit ce chemin et ce type d'interprétation, en partant du principe que le conte oral s'est nourri de multiples couches religieuses, notamment chrétiennes, moralisatrices et bien pensantes, on peut effectivement taxer le conte de tous les travers. Le conte est même tout à fait sexiste si on y voit un aboutissement dans le mariage et la reproduction, comme la fameuse phrase de conclusion « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », qui vient émailler de nombreux dénouements. Le conte est tout à fait sexiste si on voit que le rôle des femmes s'y cantonne au foyer, si on voit que les femmes y sont dépourvues de courage qui y resterait l'apanage des hommes, si on voit que les femmes y campent des rôles de méchantes et de vilains,
Marâtre, sorcière, mauvaise mère, qui insiste auprès du père pour perdre les enfants dans la forêt ou pour manger les enfants de leur bru. Tout cela donne en effet matière aux détracteurs du conte, qui y voient la marque du patriarcat et qui estiment, à raison, si on se limite à cette lecture, que le conte berce les femmes dans l'illusion de l'attente idéalisée du prince charmant. Les contes sexistes ? Non. 3 fois non. Les contes ne sont pas sexistes du tout si on pousse l'effort de la lecture jusqu'à comprendre que les personnages du conte ne sont pas des représentations réalistes de personnes ou de genres. Si on comprend que les personnages de contes symbolisent des parties inconscientes de nos pulsions et désirs. Pour commencer, les contes ne sont que l'incarnation des pulsions et des désirs de celui qui raconte ou qui les collecte. Perrault a transformé des contes traditionnels oraux qui ont traversé les époques et les continents avec la vision de son époque, une vision plutôt patriarcale, et il les a figés dans sa belle langue classique du XVIIe siècle. Les contes classiques, qui arrivent jusqu'à nous sous forme écrite, sont en réalité un palimpseste de différentes versions, des couches successives. Comme le dit la psychanalyste et conteuse Clarissa Pinkola Estés dans « Femme qui court avec les loups », je la cite, « Parfois, la structure originelle des contes se trouve modifiée par des retouches culturelles diverses. Par exemple, dans le cas des frères Grimm, entre autres collecteurs de contes de fées des siècles passés, on soupçonne les conteurs de l'époque d'avoir parfois purifié leurs histoires, par égard pour leur religion. Au fil du temps, les vieux symboles païens ont été recouverts par d'autres, chrétiens. Ainsi, une vieille guérisseuse devient-elle dans un conte une méchante sorcière. En soi, au fond, les contes traditionnels oraux dans lesquels Charles Perrault a puisé ne sont pas sexistes et confient de patriarcat comme on pourrait le croire. Et le bon sens paysan qu'il a repris à son compte est bien éloigné de sa moralité classique. Reprenons l'exemple le plus flagrant, celui du Petit Chaperon rouge. Il existe plusieurs versions de ce conte, versions que j'ai d'ailleurs reprises et réécrites dans mon podcast. Une version nivernaise, notamment, où c'est le Petit Chaperon rouge qui, par malice, en prétextant avoir envie de pipi et même de faire la grosse commission, qui réussit à déjouer le piège du loup. On comprend pourquoi la bienséance de Perrault a occulté cette version qu'il estimait scatologique, alors que c'est pourtant celle qui se colportait de bouche à oreille. Mais il existe aussi une autre version, vendéenne, où le Petit Chaperon rouge est un garçon qui réussit, lui aussi, à déjouer le loup. Dans ces deux versions populaires du conte, le genre importe peu, et les personnages font preuve d'un égal courage pour déjouer la ruse du loup, sans l'intervention d'un chasseur et sans qu'une morale patriarcale soit nécessaire. Dans ces contes traditionnels populaires, le genre importe peu et est très opportuniste, en fonction du conteur qui, en choisissant indifféremment une héroïne ou un héros, souhaite sans doute plutôt faire s'identifier celle ou celui à qui il raconte l'histoire. Rappelons-nous encore une fois que les contes sont oraux à l'origine et que c'est l'intention du conteur qui peut tout changer. Prendre leur version écrite comme seule référence, ce qu'on a fait quand on lit les classiques à nos enfants, c'est forcément se confronter à des visions du monde dépassées, traditionnalistes, avec des références sociales obsolescentes et donc nécessairement sexistes. Écouter des contes oraux, adaptés par des conteurs au contexte contemporain, c'est garder vive la sève du conte. On l'a donc compris. Les contes sont évidemment sexistes uniquement si vous colportez des versions écrites figées dans le passé et dans leur univers patriarcal et leur contexte. Ils ne le sont plus si vous laissez l'improvisation, immanquable dans une version orale, ancrer l'histoire dans votre époque. Par ailleurs, on peut aussi s'interroger sur nos bibliothèques et sur nos classiques. Pourquoi pense-t-on que le conte est sexiste, si ce n'est parce qu'on a garni nous-mêmes nos étagères de contes traditionnalistes qui ont été soigneusement recueillis par des hommes et des femmes qui ont perpétré une tradition patriarcale. Tous les contes ne sont d'ailleurs originellement pas sexistes. Que diriez-vous
de Hua Mulan, cette légende ancestrale chinoise où une jeune fille courageuse se déguise en garçon pour sauver l'honneur de sa famille en prenant la place de son père qui ne peut se rendre au combat. Ce personnage qui interroge sur le genre nous amène à lire beaucoup d'autres histoires. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent garnir leur bibliothèque de nouvelles références plus ouvertes, de références qui donnent une image quelque peu différente des femmes et du genre, je vous conseille plusieurs lectures de contes collectés par des conteuses, oui, je dis bien conteuses, qui pourraient bien vous convaincre que les contes peuvent aussi être féministes. Le premier recueil, j'en citais un extrait tout à l'heure, c'est « Femmes qui courent avec les loups, histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage » de Clarissa Pinkola Estés, psychanalyste et conteuse. L'autrice de ce recueil nous invite à fouiller les ruines de l'inconscient féminin pour démontrer qu'il ne tient qu'à chacune de retrouver en elle la femme sauvage. Best-seller aux États-Unis, ce livre exceptionnel fait date dans l'évolution contemporaine de l'identité féminine en passant par des contes et des légendes. C'est aux éditions Le Livre de Poche. L'autre ouvrage incontournable, c'est Contes pour jeunes filles intrépides. Dans ce recueil de contes, la conteuse Praline Gay-Para nous offre une savoureuse sélection de récits et légendes du monde entier, dont les héros sont des héroïnes. Princesses, paysannes ou jeunes filles en fleurs, épouses, grand-mères ou enfants, elles brillent par leur ingéniosité, leur indépendance, leur courage, leur audace. C'est aux éditions Babel. Enfin, on peut se dire aussi que les contes ne sont pas sexistes si l'on prend le chemin de leur interprétation psychanalytique. Dans ce cas, les contes ne véhiculeraient pas des stéréotypes, mais seraient la base d'archétypes. Et si l'on reprend Le Petit Chaperon Rouge dans une lecture moins littérale, les personnages ne seraient que l'incarnation de différentes instances de notre psyché. La psychanalyste Claude de la Génardière évoque en 1996 les discours sur les différentes versions du Petit Chaperon Rouge, allant des versions orales aux versions écrites de Perrault et de Grimm. Pour elle, les personnages des contes, comme les personnages des rêves, sont tous des figures du moi, chacun de ces personnages étant la condition de l'existence de l'autre. Le loup n'est pas un loup, mais l'incarnation du désir de la jeune adolescente habillée en rouge. Le loup et le petit chaperon rouge pourraient alors n'être qu'un seul et même personnage, comme le propose René Diatkin en 1998, qui, travaillant sur la polysémie des personnages, des objets, des lieux et des actions, nous fait comprendre que chaque rôle dans un conte ne représente pas la totalité d'une personne, mais un de ses aspects, le produit d'une de ses identifications. Quand on s'achemine vers cette lecture plus symbolique et profonde, on s'aperçoit en effet que le conte ne peut pas en soi être sexiste, qu'il ne peut pas se limiter à l'adaptation du loup Tex Avery faisant face, langue pendante, à une simple pin-up. Le chaperon rouge ne peut pas être un autre exemple fondateur du mouvement MeToo. Cela reviendrait à faire une lecture binaire où le rouge du chaperon et le noir du loup s'opposeraient. Alors que le noir du loup n'est en définitive qu'une instance de sa psyché, que l'ombre dévorante et désirante de la jeune fille. Pourquoi les contes ne sont-ils pas discriminatoires ? Maintenant que nous avons compris que les contes écrits et consignés par le passé sont en effet souvent des véhicules de vision traditionnaliste et qu'il faut écouter les contes adaptés par des conteurs contemporains. Maintenant que nous avons compris que le conte n'est pas un roman et ne met pas en scène des personnages, mais des entités symboliques de notre moi et de notre psyché, nous pouvons sans doute daigner comprendre que le conte populaire oral ne peut fondamentalement pas être discriminatoire. Même Perrault, lorsqu'il reprend le conte populaire du Petit Poucet, ne peut, malgré la réécriture bienséante qu'il opère, gommer la part d'inclusion du conte originel. Souvenez-vous, le Petit Poucet se démarque de ses 6 frères, car il était, je cite, « fort délicat et ne disait mot ». Or, cette faiblesse physique, doublée de mutisme, est interprétée comme une déficience. Je cite, « Prenant pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit, ses frères et ses parents le rejettent
et il devient le souffre-douleur de la maison. Quand on connaît la suite de l'histoire, on sait bien que c'est ce personnage décrit comme en situation initiale de handicap qui sauve ses frères de la forêt et de l'ogre et qui s'échappe avec les bottes de 7 lieues. Une belle manière inclusive de parler aux enfants du dépassement de soi et surtout de leur montrer que le vrai handicap dans l'histoire, ce n'est pas d'être tout petit. Le vrai handicap ici, c'est la perception initiale faussée de sa famille sur sa condition. Les contes merveilleux peuvent-ils inclure les LGBTQ+. Derrière les contes se cacheraient alors des bijoux d'inclusion ? On peut en effet s'interroger, tant l'inconscient collectif et les tendances contemporaines ont tendance à montrer que le conte est dépassé, sexiste et véhicule d'une morale de prince charmant qui n'existe pas, stéréotype du couple traditionnel et du mariage. Mais c'est oublier que le conte peut être conte merveilleux et que c'est justement parce qu'il est merveilleux que tout y est possible et qu'on a le droit d'être qui on veut et ce qu'on veut. Dans les contes merveilleux, les personnages, même les plus humbles, ont le droit de devenir riches, de devenir princesses, princes et même rois de leur univers. Alors, pourquoi n'aurait-on pas le droit dans le conte d'être aussi prince qui épouse un autre prince, de changer de genre à l'envi pour s'amuser ou pour se révéler, tout comme nous le disions tout à l'heure à propos de Roi Moulin. Si certains pays sont assez étriqués pour ne pas laisser s'exprimer le fort intérieur, et notamment le genre, quelle idée de s'en prendre au conte qui rend tout possible ? Sans doute pour figer la question du genre et tuer tout imaginaire ou inconscient collectif du champ des possibles à ce sujet. C'est d'ailleurs cet imaginaire collectif libre qu'a tenté de juguler le gouvernement hongrois en 2020 avec un recueil de contes inclusifs, Brunefeuille, Le prince se marie et autres contes inclusifs. Derrière le beau livre jeunesse Brunefeuille et autres contes inclusifs, il n'y a pas seulement de fantastiques textes qui résonnent comme une ode à la différence et à la diversité, il y a aussi une histoire politique qui vaut le coup d'être racontée. À l'automne 2020, en Hongrie, une députée déchire publiquement l'exemplaire d'un de ses recueils de contes. La raison de ce geste violent ? L'inclusivité prônée par cet ouvrage, qui a été signé par 17 auteurs et autrices hongrois, sollicités par l'association LGBTQ+, Laszbrise. Dans ce livre, qui revisite des contes et mythes du monde entier, Blanche-Neige devient Brunefeuille, Cendrillon, une jeune tzigane aux yeux sombres et à la peau chocolat, une jeune fille se transforme en garçon, un prince préfère coudre et dessiner des robes plutôt que de pratiquer l'escrime ou la chasse, quand un autre épouse un prince. Dès sa parution, l'ouvrage crée la polémique au moment où la loi homophobe du gouvernement Orban, prévoyant que les livres qui expriment l'homosexualité ne puissent être vendus dans un rayon de 200 mètres autour des églises et écoles, est en train d'être promulguée. Fabuleuse réponse à cette mesure abjecte, le recueil se classe dans les meilleures ventes de Noël 2020 en Hongrie et est maintenant traduit en 12 langues. En France, ce recueil incroyable a été édité par la maison Talent Haut. Il faut absolument lire ce livre, devenu un symbole, et le faire lire. Sortant de la fabrique classique des héros et héroïnes de contes qui participent à ancrer nombre de stéréotypes dans notre imaginaire collectif, ce recueil offre aux enfants, dès 6 ans, des histoires dans lesquelles chacun et chacune pourra au moins un peu se reconnaître. Mais aussi une vision du monde décorseté, riche, complexe, où la différence, l'orientation sexuelle et l'identité de genre ne sont pas une tare. Pour enfoncer le clou et intégrer une bonne fois pour toutes que les contes survivent, quoi qu'on leur fasse subir de maltraitances politiques ou religieuses. Je vous recommande aussi d'autres lectures, et notamment l'étonnante version des contes des frères Grimm, traduits et adaptés par Violaine Schwartz. C'est aux éditions POL. Cette nouvelle édition des contes de Grimm, à la préface intitulée « Elle était une fois », interroge la place de la femme dans les contes, et opère des changements de rôle. Les marâtres deviennent des parâtres, des princesses deviennent des princes qui se marient en conséquence avec un prince. C'est un autre ouvrage contemporain à mettre entre toutes les mains ou à raconter à toutes les oreilles pour ouvrir les esprits.
Et je terminerai par une dernière recommandation, un court conte illustré aux éditions Didier Jeunesse, Boucle d'ours. Une histoire amusante et pleine d'audace où un ourson veut se déguiser en boucle d'or et dans laquelle la sensibilisation du père ours à la question du genre est édifiante. Pourquoi venir en aide à la Fondation Le Refuge ? En essayant de démonter les idées reçues sur le conte, j'espère avoir aussi démystifié les idées reçues que l'on peut avoir sur la différence, et notamment sur les LGBT+. Savez-vous que, parce que certains sont LGBT+, des milliers de jeunes de toutes origines et milieux sociaux vivent chaque année le drame du rejet familial ? C'est pour sauver ces vies abîmées que le refuge existe. Reconnue d'utilité publique, la Fondation Le Refuge héberge et accompagne les jeunes LGBT+, âgés de 14 à 25 ans, victimes de violences intrafamiliales, rejetés par leurs parents, chassés du domicile familial parce qu'ils sont homosexuels ou trans et ou en questionnement identitaire. En quelques chiffres, le refuge, ce sont 200 jeunes mis à l'abri chaque soir, 400 bénévoles, 20 dispositifs d'accueil et d'hébergement en France, 20 000 donateurs. Je vous invite à faire partie, comme moi, des donateurs pour cette fondation. Pour faire une promesse de don, ça se passe sur le site podcaston.com, en description de ce podcast, mais aussi sur infodon.fr. Peut-être qu'en semant quelques cailloux, nous pourrons aider ces petits poussets à trouver leur chemin et des bottes de 7 lieues pour rebondir. Voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage à visiter le site podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour la Fondation Le Refuge. Et là aussi, ça se passe sur podcaston.org, très facilement. On compte sur vous et merci pour votre fidélité au podcast Les Contes de la Queue du Lézard. Comme d'habitude, retrouvez tous les autres épisodes et plein d'histoires pour vous bercer sur laqueuedulézard.com et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts.